Bonjour et merci de nous retrouver pour l'invité de Régis Burnet, la découverte d'une vie et d'une œuvre qui compte dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Chantal Delsol, philosophe, romancière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Chantal Delsol a longtemps enseigné la philosophie à l'université de Marne-la-Vallée. Elle est l'auteure d'une œuvre considérable tournant autour de la politique qui interroge les questions d'Europe, de modernité, de populisme et d'identité. C'est donc autour de ces questions que je vous propose de mener l'entretien d'aujourd'hui. Bonsoir Chantal Delsol. Bonsoir. Alors peut-être pour commencer, le but de cet entretien, c'est de montrer la cohérence d'une vie, une vie et une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel milieu vous êtes né, dans quel milieu vous avez fait vos études ? Je suis né dans un milieu, on peut dire un milieu d'intellectuels. Mon père était un intellectuel typique, scientifique. Et j'ai vécu au milieu de gens de son genre. Donc j'étais marquée par ça, et c'est comme ça que j'ai voulu faire de la philosophie très tôt. Les deux passions du départ, c'était la philosophie et l'Antiquité grecque. J'ai fait du grec avec beaucoup de joie. Et donc j'ai commencé aussitôt à travailler sur la philosophie grecque. Donc mon milieu, c'était ça. Et puis en même temps, d'un point de vue des convictions, j'ai vécu dans un milieu, disons, catholique maurassien. Alors expliquez-nous ce que c'est que catholique maurassien, tout le monde ne sait pas. Si vous voulez, le maurassisme a eu une influence énorme au XXe siècle, surtout dans certains milieux intellectuels ou de bourgeoisie moyenne ou de haute bourgeoisie. Je dirais que c'était une forme de machiavélisme, le maurassisme. C'est-à-dire, je suis pratiquant mais pas croyant, au fond. C'était un peu ça. Donc, c'était une religion sociologique pour laquelle les rites avaient énormément d'importance et les gestes plus d'importance que la foi. On n'était pas vraiment très très croyants dans ce milieu-là. Je pense que ça a précipité la chute de la chrétienté. Enfin, on va y revenir. Disons que c'est ce que j'ai pensé a posteriori, après avoir eu le temps de réfléchir. Mais moi, j'ai vécu dans un milieu comme ça, qui était un milieu très intéressant, et forcément, j'étais imprégnée par ce milieu, dont je me suis détachée de ces idées-là après. Mais au départ, j'étais imprégnée par ça. Charles Maurras, on le classe à droite. Pour vous, c'est pas forcément un gros mot d'être à droite. Non, c'est pas du tout un gros mot. D'ailleurs, je suis à droite, je l'assume complètement. Mais je ne suis plus de cette droite-là. Oui, mais Charles Maurras était surtout un nationaliste. Oui. Mais d'un point de vue religieux et d'un point de vue politique, je ne me classe plus là-dedans. Mais je suis à droite. Est-ce que vous avez eu des maîtres, Chantal Delsol ? Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ont compté dans votre itinéraire intellectuel, ou des grands profs, des... Vous savez, dans ce milieu, on est plus ou moins toujours le disciple de quelqu'un. Oui. Et quand on identifie les gens, on dit c'est un tel, il est l'élève de X. Oui. Moi, je suis l'élève de Julien Freund, qui était, à cette époque-là, c'est-à-dire début des années 70, l'intelligentsia était presque entièrement marxiste, ou marxisante, trotskiste, situationniste, enfin bon, certains visages sont très différents, mais bon, c'est quand même toujours du marxisme. Et au fond, il y avait très peu d'intellectuels qui n'étaient pas du tout marxistes. Il y avait Raymond Aron et il y avait Julien Freund. J'allais dire essentiellement. Donc moi, quand j'ai voulu faire ma thèse, il a fallu que je trouve quelqu'un, et j'ai lu des livres, je lisais un peu ce qui sortait, et j'ai vu que Julien Freund avait écrit notamment des livres qui m'intéressaient beaucoup. Puis Julien Freund était aristotélicien, ce qui était presque impensable à l'époque. Et donc j'ai écrit à Julien Freund, qui habitait en Alsace, et qui m'a tout de suite répondu en me disant « Venez me voir, je vous prendrai comme élève ». Et après, je suis restée avec lui jusqu'à sa mort. Enfin, ça a été mon maître, et ça l'est encore. Enfin, là, actuellement, on vient de m'écrire pour l'anniversaire du 100e anniversaire de sa naissance. Et très certainement, je vais y aller pour faire une conférence. Enfin, c'est mon maître. Avec, bien sûr, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais
Voilà, ça a été une œuvre et un homme que j'ai admiré et sous la houlette duquel je me suis installée pour réfléchir. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez dû avoir des étudiants qui venaient en disant je m'intéresse à ça, etc. Au fond, dans cette relation très particulière qu'est le fait de faire une thèse, la personnalité du directeur de thèse est quand même importante. Enfin, je veux dire, c'est aussi une aventure humaine, l'aventure intellectuelle. C'est une filiation médiévale. Oui. D'accord. Oui. Vous voyez, oui. le maître et l'élève, vous voyez par exemple, Au nom de la rose, vous voyez le maître et l'élève qui se baladent, oui. Toujours l'élève derrière, qui boit les paroles. C'est une relation comme ça. Je trouve que c'est assez merveilleux. Oui. J'ai beaucoup aimé ça, beaucoup. J'ai beaucoup appris. Le fait d'admirer quelqu'un, vous voyez, je pense que c'est très important pour apprendre à penser. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est soi-même le centre de tout, l'origine de tout. Au contraire, on est heureux d'admirer et c'est comme ça, je pense, qu'on grandit. Est-ce que vous avez appris aussi de vos doctorants ? Ah bah bien sûr. Alors, parce que c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est-à-dire que le maître apprend beaucoup de ses élèves, évidemment. Surtout que, alors les doctorants, bon, j'en ai encore un certain nombre, parce que vous savez, les thèses, ça dure longtemps. On garde, à partir du moment où on est à la retraite, on ne prend plus de nouveaux doctorants, mais on garde ceux qu'on avait avant. Et donc, il me reste encore quelques-uns qui traînent, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui ont des professions, donc ils ne peuvent pas aller très très vite. Et ils sont tous très différents les uns des autres. Et c'est assez magnifique. Et bien sûr, à l'inverse, on apprend énormément quand on est soi-même le maître. C'est des relations merveilleuses. Parce qu'en plus, je dirais, le maître et l'élève se disent des choses qui dépassent le cadre de la thèse. Bien sûr. Vous voyez, oui. Et mes élèves savent ce que je fais, comment je vis, ils viennent chez moi, et puis moi, ils me racontent des choses. Alors, ce sont eux, évidemment, qui décident ce qu'ils me racontent ou ce qu'ils ne me racontent pas, mais souvent, ça peut être des choses très, très intimes et très personnelles. Donc, finalement, je rentre un peu dans leur vie, autant d'ailleurs qu'ils rentrent dans la mienne, et c'est des relations très intéressantes. Une chose qui est importante aussi, puisque vous commencez à parler un peu de votre vie, c'est que vous avez été mère de famille. Enfin, vous êtes mère de famille. Et que c'est pas forcément évident, justement, dans ce monde-là, avec cette carrière-là, d'avoir des enfants. Vous en avez eu beaucoup, en plus, enfin, relativement. Vous en avez eu 6. Est-ce que c'était quoi ? Une joie ? Qu'une joie ? Un obstacle aussi ? Comment vous en parlez ? Bah d'abord, c'est ma première identité, d'être mère de famille. Je suis mère de famille avant d'être tout le reste. J'aurais dû dire ça. Plutôt, j'aurais dû dire mère de famille, plus que l'Académie des sciences morales et politiques. Ah ben oui, non, mais mère de famille, c'est primordial, quoi. Bon. J'ai eu 5 enfants et j'en ai adopté un. Voilà, pour dire les choses bien précises. Mais ils avaient tous le même âge, donc avec... les 6 enfants en 10 ans. Donc, j'ai eu beaucoup de petits à la fois et je faisais ma thèse à ce moment-là. Donc, bon, évidemment, c'est d'abord une joie. Enfin, on est à une époque où on n'a pas des enfants parce qu'on ne le veut pas. Oui. On est heureux d'avoir une famille nombreuse. Moi, j'étais la fille aînée de 5 enfants. Et pour moi, la culture familiale, c'était ça. C'était la famille nombreuse. J'aurais été très malheureuse si j'avais eu 1 ou 2 enfants seulement. Et d'ailleurs... à la limite, j'aurais bien aimé en avoir plus. Donc, pour moi, c'était une culture qui était une culture personnelle. Et pour mon mari aussi. Bon, c'est comme ça que si on se marie, c'est bien qu'on a un projet qui est commun. Donc, c'était d'abord évidemment une joie. Mais bien sûr que c'était aussi un obstacle. Il ne faut pas se le cacher. C'était très compliqué. Ça a été très compliqué de faire ma thèse, d'abord, parce que j'ai fait ma thèse en même temps que j'attendais les enfants, que j'avais des bébés à la maison. Et je travaillais... les enfants se couchaient à 8 heures, comme des enfants doivent se coucher. Un enfant, ça ne vit pas jusqu'à minuit. Et mon mari faisait de la politique et il était constamment sorti le soir, donc jusqu'à 2 heures du matin. Donc j'avais 5 ou 6 heures de travail tous les soirs pour moi. Donc j'ai fait ma thèse comme ça. Et au fond, ça a bien fonctionné. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand je vois des gens qui me disent « Vous préférez écrire quand, le matin ou le soir ?» Moi, ça me fait rire. Je préfère rien. J'écris quand je peux. Je pas... Enfin, maintenant, évidemment, j'ai tout mon temps pour moi. Mais pendant des années, ça a été comme ça. Mais au fond, ça a très bien fonctionné. Vous savez, le métier de professeur d'université va très bien avec la famille. Hein. Oui. C'est un métier quand même très libre. On a peu d'exigences d'horaire. On travaille un peu quand on veut. Donc, finalement, ça marche très bien.
Est-ce que le fait d'avoir été une femme, d'être une femme, pardon, ça a eu une influence pour vous, dans votre carrière intellectuelle? Est-ce que vous diriez qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, non, ça... Non, franchement, dans le milieu dans lequel j'étais, on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Si j'ai eu des problèmes avec des collègues, c'est parce que j'étais à droite. Hein, ou parce que mes collègues estimaient que mon mari était trop à droite. Taureau a raison. Hein. Mais c'est parce que j'étais conservatrice, c'est parce que ça ne se fait pas être conservateur. À l'université, les professeurs sont souvent très à gauche, hein, même encore maintenant. Enfin, sauf dans certains lieux un peu forteresses, mais... Donc j'ai pu avoir quelques problèmes comme ça, mais enfin ça n'a jamais... Mais parce que j'étais une femme, non. Alors bien sûr, il y a beaucoup de milieux où les femmes sont très rares, et très souvent, quand je vais dans certains endroits, à l'Académie Sciences Morales, il y a 4 femmes sur 45. Bon, donc c'est... Enfin, ça n'est pas gênant. Et puis je pense qu'il ne faut pas... Je ne suis pas féministe au point de vouloir, si vous voulez, que tout soit calé sur l'égalité du jour au lendemain. Je pense que c'est des choses qui durent très longtemps. Ce sont des habitudes à prendre, qui sont difficiles à prendre. Il faut attendre que les gens l'acceptent, et c'est très difficile à accepter souvent. Donc il faut être très patient, il faut attendre que les choses se fassent. Le fait d'avoir été chrétienne, d'être chrétienne, de revendiquer d'une certaine façon votre christianisme, ou disons de ne pas le cacher, est-ce que ça a été un handicap dans l'université? Dans l'université, non. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Parce que, vous savez, il y a une sorte de... Dans les milieux catholiques, il y a un peu en France, cette idée, l'université est contre nous, les gens n'admettent pas nos idées, nous barrent systématiquement. Vous avez... Franchement, non, j'ai jamais eu cette impression. Évidemment, je vais pas donner des cours ultra catho pour essayer de convertir mes élèves. Je ne vais pas faire ça. Je suis dans un milieu scientifique, mais on m'a jamais empêché de parler du catholicisme comme d'un courant religieux. Non, on ne m'a jamais barré à cause de ça. J'ai jamais eu cette impression. Alors, pourtant, j'ai jamais rien caché. Les étudiants savent très bien ce que je pense. Mais une fois ou deux, j'ai eu des... une fois, j'avais parlé de l'homosexualité dans un de mes cours. Bien sûr, je n'avais pas dit que j'étais homophobe, ou ce que je ne suis pas, du reste. Mais... plus ce que j'avais dit que c'était une question de tolérance. Rien que le fait de parler de tolérance, aujourd'hui, c'est mal vu. Et j'avais eu une lettre de mon président disant qu'il ne fallait pas dire certaines choses. Bon, c'est extrêmement rare, hein, parce que des élèves s'étaient plaints. Enfin, bon, il faut aussi accepter de se situer dans un courant de pensée finalement assez marginal. Ça, c'est quelque chose qu'on assume. Il faut l'assumer, parce que sinon, il faut changer de camp, hein. On ne va pas pleurnicher toute la journée parce qu'on est marginal. On accepte de l'être, et puis à la limite, c'est un choix. Donc, moi, ça ne m'a jamais gênée. Alors, je vous propose qu'on entende un premier texte. Je vais vous faire entendre le texte. Je vous dirai... Vous allez sans doute découvrir qui c'est, et je vais vous faire réagir à ce texte. On écoute donc le premier texte. On n'oppose parfois personne à individu. On risque ainsi de couper la personne de ses attaches concrètes. Le mouvement de repli qui constitue l'individu contribue à assurer notre forme. Cependant, la personne ne croit qu'en se purifiant incessamment de l'individu qui est en elle. Elle n'y parvient pas à force d'attention sur soi, mais au contraire en se faisant disponible et par là plus transparente à elle-même et à autrui. Tout se passe alors comme si, n'étant plus occupée de soi, pleine de soi, elle devenait, et alors seulement capable d'autrui, entrer en grâce. Voilà, donc il s'agit d'un extrait du personnalisme, hein, le fameux « que sais-je » de Mounier, qui est en fait beaucoup plus qu'un simple « que sais-je » comme le « que sais-je » peut l'être, c'est-à-dire une sorte d'outil universitaire pour rentrer dans une discipline. C'est vraiment un manifeste du personnalisme. Est-ce que ça a compté pour vous, ça? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette idée qu'au fond, il y a une opposition entre individu et personne, et vous êtes plutôt du côté de la personne, en fait?
Oui, je suis personnaliste en fait, mais je n'ai pas été formée par Mounier parce que je n'aime pas vraiment Mounier. Je dirais que c'est pas vraiment mon ami. D'abord, il a suivi le communisme, et ça, j'aime pas ça du tout. Et puis, je trouve que c'est un utopiste et un rêveur, un marcheur à l'étoile. Je suis plutôt formée par le personnalisme de Landsberg, qui est en fait Paul-Louis Landsberg, un personnaliste du côté allemand et pas côté français. Mounier est un Français au sens où il est complètement rationaliste, ce que je n'aime pas. Tandis que Landsberg au fond, est du côté du romantisme allemand. Et je pense que serait plutôt un élève de Vico. Et moi, je suis personnellement tout à fait élève de Vico. Pour moi, tout ça est très important. Et je pense qu'il faut voir plutôt le personnalisme et l'individualisme de ce côté-là. Cela dit, bien sûr, je suis personnaliste et je pense que le règne de l'individu est à la fois un malheur et une farce. Alors justement, pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que l'individu et qu'est-ce que c'est que la personne? Et pourquoi vous êtes totalement personnaliste? Parce que la personne, on pourrait dire ça, la personne, c'est l'individu plongé dans ses communautés de temps et d'espace. Alors d'abord d'espace, c'est la famille, c'est les associations, c'est les groupes dans lesquels on habite, en fait, dans lesquels on est plongé et qui nous apportent et auxquels on apporte. Et puis le temps, c'est-à-dire la personne, c'est l'individu dans son temps ancien, c'est-à-dire qui descend de ses ancêtres, qui hérite de ses parents, etc. Et puis dans son temps futur, c'est-à-dire qui doit à ses descendants. Nous devons à nos descendants. C'est pour ça que la pensée écologique existe, parce qu'on doit à ses descendants. Donc on pourrait dire que la personne, c'est l'individu plongé dans ses communautés, dans le temps et dans l'espace. Tandis que l'individu, c'est un être qui est entièrement détaché de tout ça, qui existe pour lui tout seul. On le voit dans certains films, ça me frappe, un certain nombre de films qui paraissent aujourd'hui. On voit, tout le monde s'engueule en permanence. Quand un type a envie de faire quelque chose, il le fait tout de suite. Il fait ce qu'il a envie de faire au moment même. Tous ses caprices sont rois. Il ne tient compte ni des autres, ni du passé, ni du futur, ni de rien. C'est ça un individu. Et c'est terrifiant parce que là-dedans, il n'y a ni amour, ni tendresse, ni indulgence, ni bonté, ni rien de tout ça. Il y a juste le caprice et le désir de l'individu. C'est terrifiant, je trouve. Et justement, parce qu'on va arriver à ce qui est le cœur de votre pensée, c'est cette analyse de ce qu'on peut appeler le post-moderne. Est-ce que c'est ça, en fait, le problème? Est-ce que c'est ça qui, pour vous, est au cœur de votre analyse du changement de société? On va revenir dessus, mais du changement de société que nous sommes en train de vivre. Enfin, quand je dis de société, c'est peut-être même plus que ça, de monde. Oui, on peut dire que c'est au cœur, oui. Mais le postmoderne, c'est beaucoup plus que ça encore. C'est vrai que le problème de l'individu est au cœur, parce que au fond, l'individu, enfin, la personne redevient un individu dans le monde postmoderne, parce que l'individu a été détaché de ses communautés. Dans le temps et dans l'espace. Et donc, n'ayant plus rien, il redevient entièrement une sorte d'insecte voué à ses désirs. C'est précisément parce que les liens avec les communautés ont été coupés par le moderne et par le postmoderne. Alors justement, on va rentrer dans cette analyse que vous faites de la postmodernité. Alors vous avez fait plusieurs livres sur l'Europe. Je vois que le temps file, donc peut-être qu'on parlera moins d'Europe et on va peut-être rentrer dans l'un des livres qui en fait a été vraiment, vous a placé comme penseur de la postmodernité, Le souci contemporain, et puis celui qui est 4 années après, L'éloge de la singularité. Vous dites, en fait, on était en 96 à la fin des grandes idéologies. Maintenant, on a un peu digéré le fait. Et vous dites, en fait, on est dans un monde qui est en train de perdre sa boussole d'une certaine façon. C'est la grande idée que vous avez. Oui, en fait, Le souci contemporain, c'est vrai que c'est le premier livre que j'ai écrit là-dessus. Avant, j'avais écrit sur l'Antiquité, parce que c'est ma passion primordiale. Puis j'avais écrit sur la subsidiarité, sur l'Europe, parce que je suis une Européenne convaincue, même si je vois beaucoup de défauts à l'Europe maintenant, mais bon. Et à ce moment-là, nous étions à Lyon, dans un grand appartement avec les 6 enfants adolescents. Et
certains de grands adolescents, d'autres de très jeunes adolescents. Et je parlais beaucoup avec eux. Et je me suis rendu compte que le monde était en train de changer à toute vitesse, à leur contact. Et j'écoutais les radios qu'ils écoutaient, des trucs de fous, enfin, ce que je considérais comme des trucs de fous, mais j'écoutais avec eux pour pouvoir en parler après. Toutes sortes de choses comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y avait une sorte de basculement. C'est vrai que la fin de la modernité, c'est juste après-guerre. Oui. Il y a eu un basculement énorme dans les années 70-80 que moi je n'avais pas vu parce que j'étais plongée dans un isolement incroyable entre mes enfants et mes livres. Et là, j'ai vu tout d'un coup, avec mes enfants adolescents, ce changement. Donc je me suis passionnée pour la postmodernité. C'est là que j'ai écrit Le souci contemporain, pour montrer comment, par exemple, les droits étaient en train d'être complètement abîmés, changés. Enfin, il s'est passé vraiment quelque chose. Puis j'en ai beaucoup discuté avec un de mes amis qui est mort maintenant il y a quelques années, qui était le philosophe Jean-François Mattei, avec lequel j'étais très liée et qui avait beaucoup travaillé aussi là-dessus. Qu'est-ce que vous diriez que... C'est quoi la chose qui a le plus changé pendant ces années-là? Qu'est-ce que vous avez dit, le droit? C'est par ça que vous êtes rentré dans cette analyse. Hein? Oui, le fait que, au fond, la dignité humaine est devenue un ensemble de droits. Oui. Alors qu'en fait, la dignité humaine, c'est pas vraiment ça. Non. Mais nous avons fini par nous résumer à un ensemble de droits. Ce qui est évidemment pas possible, hein, parce que nous ne résumons pas à des droits. Nous sommes d'abord des êtres dignes, et puis les droits en découlent naturellement, découlent de cette dignité. Pourquoi est-ce qu'on donne des droits aux gens? Parce que les gens ont une dignité. Mais c'est pas lié. Et comme on avait abandonné la dignité, qui au départ est une idée chrétienne, hein, il faut pas se leurrer. Tout à fait. Comme on avait abandonné cette idée en même temps qu'on abandonnait la chrétienté, eh bien, on n'est plus resté qu'avec des droits. Et tout repose sur des droits. Mais c'est complètement grotesque. Parce que vous dites, vous pensez que le fait d'avoir des droits ne vous donne pas la dignité. Les choses vont à l'envers. Les choses vont à l'envers, exactement. Et or, comme on n'a plus cette idée de dignité qui au départ était chrétienne, on s'imagine que les droits résument notre dignité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens sont tellement arc-boutés sur leurs droits, parce qu'ils n'ont plus que ça. Hein. C'est terrifiant d'ailleurs de voir qu'ils n'ont plus que ça. Parce que ça ne suffit pas du tout à dénommer un individu, à l'identifier. Hein. Et bon, il y a énormément d'autres choses qui font qu'on est passé de la modernité à la postmodernité, la fin du progrès, par exemple, une vision de l'histoire. Enfin, j'ai réfléchi à tout ça après, parce qu'après le souci contemporain, je me suis occupée essentiellement en fait de la postmodernité. Oui, et alors justement, vous dites, alors ça c'est un livre un peu plus récent, 2011, L'âge du renoncement. Vous dites finalement, on n'est pas en train de tomber dans le chaos. Vous dites... L'âge du renoncement, c'est mon livre le plus important, je pense. C'est là-dessus qu'on va parler. Je pense que c'est celui qui s'est le moins vendu, mais j'en sais rien. Justement, on va faire en sorte, grâce à cette émission, vous allez voir que ça se vend. C'est aux éditions du Cerf, comme ça l'éditeur sera content. Et effectivement, j'allais justement vraiment insister là-dessus. Vous dites deux choses qui sont peut-être un peu contre-intuitives en première analyse. La première, c'est que, on est la postmodernité n'est pas du tout un retour au chaos. Vous dites, on revient à l'Antiquité. Et je trouve ça assez étonnant. Et puis vous dites, c'est peut-être bien ou c'est peut-être navrant de le dire sur une télé chrétienne, mais vous dites, on vit la fin de l'ère chrétienne. Alors j'aimerais qu'on analyse ces deux déclarations. Peut-être la première d'abord. La fin du système de stabilité que l'on a connu pendant 15 siècles, 16 siècles peut-être. 16 siècles. Pour vous, c'est pas l'anarchie, vous n'êtes pas une catastrophiste ou une collapsologue, etc. Je suis même furieuse quand je vois un certain nombre de mes amis, de mes relations, qui sont des chrétiens souvent, qui disent... finalement, après nous le déluge. C'est le mot de Dostoïevski. Si je n'étais pas chrétien, je deviendrais un criminel. Sans Dieu, il n'y a pas de morale. Enfin, mais je trouve ça aberrant. Enfin, la Chine a vécu pendant 4000 ans avec des morales très importantes, très architecturées.
et sans aucun Dieu. Enfin non, mais je trouve ça fou, quoi, de penser ça. Et en plus, ça détruit encore plus vite la chose, parce que c'est tellement bête que bon... Oui, et que ceux qui sont justement de l'autre côté, aucun dialogue n'est plus possible. Et puis ils l'utilisent, parce que c'est tellement stupide. Bon. Donc, non, il y a une sorte de soubassement culturel qu'on peut appeler païen. Mais païen, ça signifie rien, ça veut dire un paysan, en fait, chez les Romains. Ça veut dire ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens. Bon. Mais en tout cas, ça veut dire polythéiste. Il y a un soubassement polythéiste, un soubassement culturel qui existe dans toutes les cultures. Alors, bien sûr, les dieux changent de nom et changent de genre chaque fois, mais un soubassement polythéiste. Que j'appelle, c'est pas méchant, une espèce de soupe primordiale. Une espèce de culture naturelle. Vous voyez, c'est un oxymore, mais une culture naturelle. On est spontanément... Spontanément, on est polythéiste. On est polythéiste, voilà. Oui, bien sûr. Alors, pas forcément en disant que ce sont des dieux, non, mais en disant que ce sont des forces. Tous les peuples le sont. Voilà, tous les peuples le sont. Oui. Et le monothéisme, égyptien d'abord, et puis juif, bien sûr, ensuite chrétien, s'érige là au-dessus. Vous savez que Moïse a beaucoup de mal à supprimer le culte des idoles, par exemple. Et ce monothéisme va durer, donc, on peut dire 25 siècles, parce qu'on peut dater Moïse à peu près. Bon. Mais c'est ce qu'on appelle parmi les spécialistes des religions, une religion secondaire. Ça veut dire qu'elle est à la fois plus complexe. Est-ce qu'elle est plus belle, est-ce qu'elle est plus grande? Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais elle est en tout cas plus complexe, elle est plus sophistiquée, et par conséquent, elle est plus fragile. Quand on sort de là, ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce qu'on fait? On ne tombe pas dans le chaos, dans le néant, dans le nihilisme, pas du tout. On retombe dans la soupe primordiale. On retombe dans le polythéisme. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, tout simplement. On est en train de redevenir païen, on n'est pas du tout en train de devenir nihiliste. Vous avez quelques nihilistes fous comme Michel Foucault, ça a toujours existé, des gens qui vous font rire, mais qui ne vont pas prendre le pouvoir, soyez sans crainte. Mais on retombe dans le paganisme. Et nos concitoyens sont des païens. Je ne dis pas ça méchamment, pas du tout, mais je constate simplement. Concrètement, ça se voit comment? Enfin, quels sont les indices qui vous permettent de dire tel comportement, il est finalement un peu païen? D'abord, vous avez tout la propension à se rattacher à des cultes asiatiques. Oui. Qui est très important aujourd'hui, c'est beaucoup analysé, c'est très analysé ça. Et puis vous avez l'écologie qui est en fait la religion de ce temps, et qui est une religion païenne, avec des cultes païens, vous avez des gens qui embrassent les arbres, etc. Enfin, toutes sortes de choses de ce genre, ou qui adorent les baleines, ou il y a toutes sortes de choses. Et puis, vous avez toutes sortes de courses aux voyantes, aux mythes, peut-être même que les théories du complot en font partie, je ne sais pas, il faudrait analyser ça. Il y a des gens qui ont étudié bien ça. J'ai lu un certain nombre de livres là-dessus, il faudrait réfléchir là-dessus. Mais tout ça, c'est du paganisme, au fond. Vous savez, il n'y a pas de civilisation athée. Il ne faut pas s'imaginer parce qu'il n'y a plus de monothéisme, on va tomber dans l'athéisme. Pas du tout. L'athéisme, ça n'existe pas. Il y a pas. À partir du moment où nous savons que nous devons mourir, nous ne sommes pas des athées militants. Vous avez quelques athées militants, des germanopratins, d'accord, mais vous voyez. Ceux de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Mais ça n'existe pas. Donc on va récupérer des dieux à l'ancienne. Alors la conséquence, c'est que, comme vous dites dans l'âge du renoncement, c'est que du coup l'idée de progrès, le temps fléché, c'est-à-dire l'idée que tout ça va avoir une fin, est en train aussi de s'effondrer, et on est dans une sorte de présentisme. Vous dites. Oui, parce que à la fois de présentisme et de cyclisme. Oui. Le progrès est issu du salut chrétien, le salut avec un grand S. Et, en fait, toute l'idée du progrès provient du christianisme, mais simplement le renverse et le rend immanent et donc impatient, parce que tout ce qui est immanent est impatient. Si c'est sur cette terre, il faut que ça soit tout de suite. Il faut que ça se fasse vite. Bon. Donc le progrès vient de là. Et la fin de la modernité, c'est justement la fin de ça. C'est la fin du progrès et en même temps la fin de la chrétienté. Et le postmoderne, c'est l'apparition, comme vous dites, du présentisme, parce qu'on ne croit plus au progrès. Il y a un tas de petits progrès, mais on ne croit plus au progrès avec un grand P.
Et puis, c'est le début du cyclisme, parce que, de l'histoire cyclique. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de flèche du temps, la flèche du temps, c'était le salut, puis le progrès, eh bien, ça, Berdyaev l'avait très très bien montré, s'il n'y a plus de flèche, le temps n'arrête pas de retourner sur lui-même. Et en ce sens-là aussi, on retourne au paganisme. Dans tous les paganismes, vous avez un temps cyclique, pardon. Partout. Dans toutes les civilisations, vous avez un temps cyclique, c'est-à-dire un aller-retour, ordre, chaos, ordre, chaos, ordre, chaos. C'est-à-dire que nous n'arrêtons pas de lutter contre le chaos qui veut revenir, de revenir au chaos et de retourner à l'ordre. En permanence, on trouve ça dans les textes indiens sur le Kali Yuga, par exemple. C'est très important partout. Et nous sommes en train de revenir à ça. Et les thèses de retour au chaos sont les thèses écologiques. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'on retrouve, bien sûr, on retrouve ça. Exactement ça. Ouais. Et du coup, la difficulté, c'est que on ne peut qu'être figé et peut-être même effrayé, mais dans le sens fort du terme, et stupéfait au sens premier, c'est-à-dire complètement figé face à la catastrophe. On ne peut plus rien faire. Moi, j'ai l'impression que c'est... C'est l'affolement. Ça commence avec Gunther Anders, le premier écologiste, en fait. C'est Gunther Anders, un homme très, très remarquable, qui a été, à mon avis, un peu éclipsé par sa femme, Hannah Arendt, qui est très grande, bien sûr, aussi, mais lui était... Et puis, peut-être par son propre caractère. Bon, bref, peu importe. C'est un auteur très important et très intéressant, très noir. Et c'est celui qui décrit les catastrophes. Et tous les écologistes viennent de lui, au fond. Les écologistes d'aujourd'hui vous parlent sans arrêt de catastrophes. Oui, vous avez remarqué qu'on vous dit tout le temps « sauvez la planète », comme si la planète était... comme s'il fallait sauver la planète, comme si on pouvait sauver la planète. Tout ça est aberrant, complètement. Enfin, je pense que c'est aberrant, c'est religieux, en fait. Oui, c'est religieux. Et c'est du catastrophisme, c'est la crainte du chaos qu'on trouve dans tous les paganismes. Mais comment est-ce qu'on peut tenir ce discours-là sans être ou climato-sceptique ou, je veux dire, dans une sorte d'inconscience? C'est vrai, vous ne disconviendrez pas que, quand même, les choses, l'action de l'homme a quand même créé des déséquilibres. Ah oui, non. Donc, et donc, j'espère que vous triez vos déchets. Ah oui, non, mais bien sûr, je trie mes déchets et je suis, comme tout le monde, je pense qu'il faut véritablement faire attention, que nous avons été trop loin, que nous avons été dans l'ubris. Moi, il y a très longtemps... L'ubris, c'est-à-dire la démesure. La démesure, il y a très longtemps que je le pense. Oui. Et ça, il y a aucun problème. Quand on est conservateur, on ne peut pas faire autrement que de le penser. Et chrétien aussi. Bon, et chrétien aussi, bien sûr. Mais je pense que quand même... Si l'écologie n'était pas autant une religion, si les gens du GIEC ne se comportaient pas comme des clercs, en train de faire des sermons en cathédrale, si on n'était pas investi par des prophètes du genre Greta Thunberg, si ce n'était pas un discours obligatoire qui empêche les autres de s'exprimer, eh bien, on aurait plus tendance à les croire. Mais à partir du moment où ils sont devenus une religion, très rapidement, on peut avoir tendance à devenir climato-réaliste. Si ce n'est pas climato-sceptique. Et moi, il y a des moments où je me dis, pourquoi est-ce qu'on empêche un tel de parler? Pourquoi est-ce qu'on a peur qu'il parle? Oui, je suis Si on était si tranquille qu'on le laisse parler et qu'on le réfute. Et je vois les gens qu'on empêche de parler. C'est un peu embêtant tout ça, quand même. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment devenu une religion, même si... Attention, je ne dis pas... C'est pas un complot. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit que c'est une religion. Je dis que c'est devenu une religion d'une façon toute naturelle parce que nous n'en avons plus d'autres. Oui. Et qu'il nous en faut une, forcément. Et donc, c'est devenu la religion qui convient à ce temps. Ce qui ne signifie pas que le fond de l'affaire est faux, pas du tout. Je ne pense pas du tout qu'il n'y a pas de risque pour le climat et tout ça. Non, je suis bien d'accord avec tout. Mais je trouve que c'est embêtant parce qu'en fait, ça enlève de la crédibilité à l'affaire. Et puis la dernière chose que vous dites dans l'âge du renoncement, et ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi un retour à l'Antiquité. Finalement, on rejoue ce vieux débat entre Platon et Protagoras. Platon qui est plutôt un monothéiste en réalité, et Protagoras sur la fin de la vérité, l'homme mesure de toute chose, et du coup une sorte de consensus. C'est-à-dire que finalement, puisqu'il ne peut pas y avoir de vérité absolue, c'est forcément une sorte de moyen terme qui s'impose. Oui, même si la question de la vérité absolue n'était pas importante, la notion même
de vérité, l'idée même de vérité est une idée grecque, et puis judéo-chrétienne. Je dis judéo-chrétienne parce qu'elle émerge à la fois dans la Bible et dans les évangiles. Mais c'est une idée grecque au départ, chez Parménide et Platon, comme on sait. L'idée que, si vous voulez, les sociétés païennes, ce que j'ai appelé tout à l'heure la soupe primordiale, vit dans les mythes. Et les mythes sont, je ne dis pas mythes au sens péjoratif du tout. C'est pas... les mythes sont des récits qui sont explicatifs et qui sont donateurs de sens. Donc, c'est le mythe d'Oedipe est donateur de sens. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr qu'Oedipe ait existé. Il n'a probablement pas existé. Peu importe, on s'en fout d'ailleurs qu'il existait ou pas. Les mythes sont des récits ni vrais ni faux. Ça a été bien étudié par exemple par Paul Venn. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas faux, et on s'en fiche qu'ils soient vrais ou faux. Mais ce sont des récits pleins de sens. Et à partir de Parménide, Platon, Moïse, peut-être, le Christ, émerge l'idée qu'il existe des discours qui ne sont plus des mythes, mais qui sont des copies de la réalité. Des copies qui bougent, certes, mais des copies de la réalité. Et c'est une découverte absolument incroyable, qui n'existe pas dans les autres civilisations. C'est pourquoi, par exemple, quand on vous dit qu'il y a beaucoup de tolérance dans les religions chinoises, c'est idiot, c'est pas de la tolérance, c'est du syncrétisme. Toutes les religions sont vraies à la fois, puisque aucune n'est vraie ni fausse. Les dieux sont ni vrais ni faux, vous voyez. Tandis que nous avons un Dieu qui existe vraiment, qui est vraiment né, qui a vraiment été crucifié, ressuscité, etc., complètement différent, qui est né à tel moment, on sait où il est né, quand, quel pas il a... Vous voyez, ça change absolument tout. Eh bien, c'est cette idée de vérité qui est en train de disparaître, avec toute la culture qui l'enveloppait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revenir au mythe. Alors un deuxième texte, je vous propose d'écouter, mais là encore, je vous laisse la surprise de ce que vous allez entendre. Puisque tout ce qui s'est effectivement produit dans le domaine des affaires humaines aurait pu tout aussi bien être autrement, les possibilités de mentir sont illimitées. Et cette absence de limite va à l'autodestruction. Seul le menteur d'occasion trouvera possible de s'en tenir à un mensonge particulier avec une cohérence inébranlable. Ceux qui ajustent des images et des histoires à des circonstances perpétuellement changeantes se trouveront eux-mêmes flottants sur l'horizon grand ouvert de la potentialité, dérivant d'une possibilité à la suivante, incapables de s'en tenir à aucune de leurs propres inventions. Loin de réaliser un substitut adéquat de la réalité et de la factualité, ils ont fait revenir les faits et les événements à la potentialité d'où ils sont originellement sortis. L'expérience d'un mouvement tremblant et d'un vacillement de tout ce sur quoi nous faisons fond pour notre sens de l'orientation et de la réalité compte au nombre des expériences les plus communes et les plus vives des hommes sous la domination totalitaire. Voilà, donc il s'agit d'Hannah Arendt, un Vérité et politique, qui est repris dans un recueil d'articles qui s'appelle La crise de la culture. Oui, je vois, c'est un recueil. Voilà, et donc, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas quel est le rapport que vous entretenez avec Hannah Arendt, visiblement. Je suis vraiment très admirative de cette œuvre. Il y a cette idée qu'au fond, on est dans un monde où la vérité est complètement vacillante et que surtout, où tout mensonge est possible, finalement. Oui, parce qu'elle part de l'analyse du totalitarisme. Oui. Et évidemment, le totalitarisme, c'est l'anti-vérité. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même un lien entre l'émergence des totalitarismes et puis la fin de la vérité aujourd'hui. Vous l'avez dit dans La haine du monde, totalitarisme et postmodernité. Oui, voilà, c'est 2016 ça. Au CERF. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est encore là-dedans. Oui. On est encore dans tout ce qui faisait le totalitarisme, sans la terreur, bien entendu. Et la terreur, c'était évidemment ce qui est le plus important. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que nous sommes des pauvres victimes. Ce n'est pas la question. Mais nous avons gardé des caractéristiques très importantes. Et donc, ce qu'elle dit de la vérité sous le totalitarisme, qui est, comme le disait Orwell aussi, une sorte de renversement, une sorte de négligence magistrale de la réalité, au fond. On pourrait aussi l'appliquer à notre époque, mais pas exactement de la même façon, au sens où nous sommes en train de revenir au mythe. Nous avons le sentiment qu'il n'y a pas de vérité, en fait.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les 4 années de la présidence Trump le montre? Parce que beaucoup disent ça, beaucoup disent qu'on est, on est dans le règne des fake news, etc. Disons que c'est une manière de descendre les adversaires populistes ou illibéraux que de dire qu'ils sont dans la post-vérité ou dans les fake news. Alors, moi, ça me fait un peu rire parce que, bien sûr que Trump est dans les fake news. C'est un type qui ne sait pas du tout où se trouve la vérité, c'est ce qu'il pense, au moment même. Il est la mesure de toute chose. Voilà, il est la mesure de toute chose, exactement. Mais je me rappelle quand même de l'époque où on nous racontait que c'était Hitler qui avait tué les officiers polonais de Katyn, alors qu'on savait très bien que c'était Staline, où on nous racontait que les goulags n'avaient jamais existé. Enfin, moi, je me rappelle, dans ma propre famille, des gens qui me disaient c'est la CIA qui a écrit l'archipel du goulag. Alors, si ce n'était pas des fake news, qu'est-ce que c'était? Donc, si vous voulez, il faut aussi relativiser tout ça. C'est un petit peu pour descendre ses ennemis qu'on utilise... mais que ça existe, bien sûr, ça existe. Et au fond, moins les gens sont cultivés et plus ils jouent avec la vérité. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Vous savez, pour se décentrer soi-même, il faut avoir beaucoup appris. Hein. C'est difficile. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut défendre l'université. Enfin, il faut défendre la culture. Il faut défendre l'université en tant qu'universelle, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut défendre l'universel. Et actuellement, on est un petit peu en train de tomber dans la particularité, quoi. Justement, vous avez écrit un livre sur le populisme. Comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous pensez de cette accusation qu'on envoie assez souvent contre certains mouvements en disant « ce sont des populistes » comme une forme de négation du débat, d'une certaine façon. C'est pas un mot objectif, c'est une injure. Oui, exactement. C'est une injure. Donc, au fond, c'est un adjectif, c'est pas un substantif. Vous voyez, il n'y a pas de substance derrière. C'est pour ça que je préfère parler d'illibéralisme, parce que je pense que ça, c'est plus juste. Et d'ailleurs, l'illibéralisme est revendiqué par eux, par les personnes elles-mêmes, tandis que personne ne se revendique populiste, enfin, à quelques rares exceptions près. Donc, je préfère parler d'illibéralisme. Au fond, l'illibéralisme, c'est une critique d'un courant qui se veut complètement généralisé, du courant cosmopolite, libéral-libertarien, universaliste, atemporel, ahistorique. C'est une critique de ça. C'est la volonté de ceux qui se veulent enraciner. Enfin, vous voyez, qui sont contre les anywhere, pour reprendre l'expression anglaise. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on arrive à votre dernier livre, Le crépuscule de l'universel, qui est paru au Cerf en 2020. Et alors, vous osez dire des choses... c'est pas très politiquement correct. Hein. Vous osez dire que l'Occident, finalement, a imposé son universalisme et sa démocratie, et que c'est pas une idée universelle, et qu'on a peut-être fait une sorte de... Enfin, vous le dites pas comme ça, mais je vais peut-être aller trop loin, vous me corrigerez. On a fait une sorte d'acte de violence, en fait, au monde, en disant, ça, c'est le régime qui convient à l'humanité. Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu un acte de violence, même de violence douce, mais vous savez, il y a des violences douces, nous le savons bien. Cela dit, il ne faut pas non plus... Enfin, il ne faudrait pas tomber dans l'extrême inverse. Peut-être que je me suis un peu mal exprimée. Non, c'est peut-être moi qui vous... Et puis, voilà, je veux vous faire réagir à cette idée-là. Oui. Disons que le régime démocratique... Enfin, tout ce que nous avons ici, la liberté, en principe, oui. Je dirais que c'est une promesse. C'est quelque chose, oui, qui convient à l'homme, qui convient mieux à l'homme que le despotisme, ça j'en suis convaincue. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faille imposer de force tout de suite. Non, c'est une promesse. Chacun y va à son pas, à son rythme. Donc,
je pense que nous avons été trop loin en voulant imposer ça. Et encore tout récemment, en voyant les révolutions dans les pays, par exemple du Maghreb, immédiatement nous sautons dessus en disant, voyez, ils sont en train de devenir démocrates. Pas du tout, ils ne deviennent pas du tout démocrates, non, ils se donnent d'autres despotes, parce qu'ils sont probablement pas du tout mûrs pour la démocratie. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe, on le sent bien. Enfin, il faut être idiot pour croire qu'on peut imposer la démocratie à tout le monde, comme ça, juste comme si c'était une clé à molette, vous savez, je te la prête, tu me la rends après. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, mais je pense quand même que c'est meilleur pour l'humanité, bien sûr, mais c'est en l'état de promesse. Et alors, il y a autre chose que vous dites, que j'ai trouvé vraiment... vous parlez de l'état dans lequel... Enfin, de l'ambiance dans laquelle nous vivons, qui est une ambiance vertueuse. Et vous parlez d'une sorte de surchauffe de la vertu. Vous dites qu'on vit dans un monde où on est... Et ça, je trouve ça intéressant, surtout venant du christianisme, où quand même la vertu, c'est encore notre fonds de commerce, si j'ose dire. Hein. Notre but, c'est d'être vertueux. Très fréquemment, quand on est dans ce monde chrétien, on a l'impression justement que le monde n'est pas vertueux, que nous sommes vertueux, mais que eux ne le sont pas. Et vous dites non, pas du tout. En fait, on est dans un monde où la vertu est surchauffée. Oui, bien sûr. Ça avait été... Il y avait eu des intuitions déjà de ce genre il y a déjà longtemps, puisqu'on trouve des textes de Chesterton qui en parlent, et des textes de Colnay, malheureusement inconnus encore ici, un très très grand Hongrois, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Si vous voulez, à partir du moment où l'humanisme chrétien s'en est allé, l'humanisme, c'est de mettre l'homme au centre, c'est pas de la philanthropie, il ne faut pas confondre. Hein. On ne met plus l'homme au centre, non. L'homme est avec les animaux, sur la terre. Bon. Donc l'humanisme chrétien s'en est allé, on l'a remplacé par l'humanitarisme. Et l'humanitarisme, c'est la reprise des vertus chrétiennes, parce que, si vous voulez, aucune époque ne commence sur une tabula rasa, ça n'existe pas, personne ne le peut. On reprend ce qu'on avait avant, puis on l'arrange, ce qu'ont fait les chrétiens au début avec les païens. Ils sont rentrés dans les temples, ils ont badigeonné un peu les dieux païens, ils les ont repris, vous voyez, ils les ont repris comme des saints, etc. Donc nous faisons pareil, et c'est tout à fait normal. Donc nous reprenons les vertus chrétiennes, et puis nous en faisons ce qu'on peut appeler l'humanitarisme, et je ne suis pas la seule à avoir parlé d'humanitarisme, il y a eu d'autres textes encore que ceux de Chesterton. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont les vertus chrétiennes. Alors Chesterton disait, elles sont devenues folles, les vertus chrétiennes devenues folles. Oui, parce que du coup, elles ne connaissent pas leurs limites. Et les vertus chrétiennes, elles connaissaient leurs limites, parce qu'elles étaient limitées par le christianisme, qui était plus grand que les vertus elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, elles étaient, en quelque sorte, dans un choral, vous voyez ? Oui. Tandis qu'ici, elles partent n'importe où. Alors, ça devient véritablement n'importe quoi. La solidarité, par exemple, prenons ça, ça devient... il faut que chaque personne dans le monde puisse choisir le pays dans lequel il vit, franchir n'importe quelle frontière, s'installer n'importe où, et qu'il soit accueilli n'importe où. Ça devient la solidarité imbécile entre nous. Et tout est comme ça. Alors, bien sûr, c'est même pas applicable, mais nous vivons dans une sorte de bacchanal de vertu. Oui. Aberrant. Oui. Aberrant. C'est très drôle. Hein. Donc, nous ne sommes pas du tout anti-vertueux, au contraire, nous sommes trop vertueux. Et alors, du coup, quelle est la place du christianisme ? Et on arrive à la fin de l'émission, c'est la dernière question que j'aimerais vous poser. Comment vous voyez le christianisme ? Vous m'avez dit, en commençant l'émission, juste avant qu'on commence, vous êtes en train d'écrire sur la fin de la chrétienté. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne parle pas de la fin du christianisme, pas du tout. Non, la fin de la chrétienté. Je parle de la fin de la chrétienté, qui, je pense, se situe dans les années 60-70 du XXe siècle, donc c'est tout récent. C'est-à-dire la fin du christianisme qui inspire les lois, qui décrète les mœurs, etc. Oui. C'est ça qui est fini. Oui. Donc les chrétiens, bien sûr, existent encore, sont devenus marginaux, sont devenus un petit groupe. Oui. Et donc, d'une part, il faut impérativement qu'ils apprennent à ne plus être majoritaires, mais à être minoritaires. Donc, qu'ils aillent regarder un peu du côté des juifs et des protestants, comment ils vivent, parce que nous n'avons pas l'habitude. Oui, il faut regarder nos clercs, ils continuent à pontifier, à se croire importants, etc. Bon, je crois que ça, c'est vraiment fini, il faut arrêter. Et puis, il faut apprendre à être minoritaire. Et vous avez des vertus du minoritaire. Le minoritaire, c'est un agent secret. Hein. Il faut qu'il fasse attention à ne pas devenir paranoïaque, parce que
quand on se croit constamment persécuté, on finit par devenir paranoïaque, c'est très mauvais pour le teint. La forteresse assiégée. Donc il faut qu'on apprenne un certain nombre de choses, et puis que nous essayons d'être quand même un peu le sel de la terre, c'est quand même notre vocation au départ. Hein. Donc bon, on peut continuer à l'être, mais simplement, c'est plus nous qui allons dicter les lois. Ça, il faut en être certain. Il faut être tranquille là-dessus. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il faut que nous continuions à parler ? Parce que le minoritaire, la tentation, c'est de s'enfouir. Ah ben non, il faut continuer à parler, ça je pense. Oui, il faut continuer à parler, mais sans vouloir donner des leçons. Bon. Il faut être nous-mêmes. Vous savez, c'est le témoignage qui compte plus que les discours, hein, je crois. Et comment se réconcilier ou se concilier avec ce monde qui, décidément, ne correspond pas vraiment à nos canons, d'une certaine façon ? Ça, c'est vrai que c'est le gros problème. Je vis beaucoup au milieu de gens qui sont en colère, qui sont indignés en permanence. Moi, je ne suis pas comme ça, en fait. Non, je vois bien que je ne vis pas comme les autres, et je ne souhaite pas que mes enfants vivent comme les autres. Mais naturellement, mes enfants font ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Ils sont grands et adultes, mais je serais très mortifiée si je voyais qu'ils s'adonnent à certains comportements qui sont complètement devenus normaux dans la société. Mais bon, après tout, c'est plus mon affaire. Mais bon, je ne suis pas en colère. Je pense que nous pouvons tout à fait vivre différemment, mais il faut regarder les Juifs, comment ils vivent, et les protestants, comment ils vivent, et peut-être les Amish. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une Amish, mais vous venez à la télé, c'est déjà ça. Il faut regarder comment ils vivent. On peut être différent tout en vivant dans la même société. Merci beaucoup, Chantal Delsol. Alors, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Crépuscule de l'Universel, c'est paru aux éditions du Cerf. Et puis, comme vous nous y avez invité, il est peut-être temps de relire L'Âge du renoncement, qui est paru en 2011, là aussi aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, Chantal Delsol. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.